Merci d'avoir bravé la pluie et le vent pour venir jusqu'à nous. Nous allons nous entretenir pendant 1 heure avec deux auteurs autour du thème de l'affiliation. Alors, nous avons Viviane Gornick, qui est également journaliste, qui a été critique littéraire et qui est une figure du féminisme aux États-Unis. Deux de ses ouvrages ont été traduits en français. Elle a écrit beaucoup plus d'ouvrages, mais deux seulement sont traduits en anglais, dont Attachement féroce, paru il y a peut-être 2 ans, et tout dernièrement, La femme à part. Ce sont deux récits autobiographiques. C'est à nous de le régler. Pour parler plus fort, vous m'entendez mieux? Non, toujours pas? Vous m'entendez mieux? Non, pas du tout? Ah oui, ben là, je sais pas s'il y a quelqu'un ou... Oui? Il y a quelqu'un à la technique? Au maximum. Vous m'entendez mieux? Bon. Vous m'entendez mieux? Toujours pas? Si, ça va mieux? Toujours pas? This one. Can you hear this? Does this work? Ça marche? Non. Est-ce que le son... Voilà. Ça va mieux. Bon. Alors, on reprend alors. Si vous n'avez pas entendu, je vais refaire un peu la présentation de Viviane Gornick, qui, en plus d'être écrivain, et a été journaliste, critique littéraire, et qui a été beaucoup impliquée dans le mouvement féminisme aux États-Unis. Elle a publié plusieurs ouvrages, 2 seulement sont traduits en français, aux éditions Rivage. Le premier est Attachement féroce et le deuxième, c'est La femme à part. Il vient tout juste de paraître. Ce sont 2 récits autobiographiques. Nous sommes également avec Michael Chabon, qui a publié de nombreux romans qui ont eu des assez gros succès, dont les extraordinaires aventures de Cavalier and Clay, le club des policiers yiddish et des garçons épatants. Un de ses derniers livres, Moonglow, vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Alors, je dois souligner, nous devions avoir une 3e auteure, Anaïs Barbeau-Lavalette. Elle a dû annuler à la dernière minute son voyage en France pour des raisons de santé. Donc, mais je vous encourage fortement à vous procurer son roman, La femme qui fuit. C'est un excellent livre qui raconte la vie de sa mère, qui était une femme artiste dans les années 40 au Québec. Et c'est un récit, c'est une biographie, et c'est vraiment très passionnant. Sans plus attendre, parlons donc de cette filiation, parfois si lourde à porter, mais parfois à l'origine de grandes créations. Viviane Gornick, je commencerai par vous. Dans Attachement féroce, vous nous présentez le personnage de votre mère qui... Oui, vous nous présentez votre mère qui est un personnage compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui suscite l'admiration, mais aussi l'agacement. Yeah. La communication avec votre mère
a été quelque chose de très compliqué tout le long de votre vie, dès votre enfance? Sans ce manque de communication avec votre mère, seriez-vous devenu écrivain? Without that complication. Does anybody become a writer without whatever their complications are? Right. Well, my mother became my raw material, is a better way to put it. In other words, as I grew into the reality of being a writer, one of the very first how do you put this? One of the very first metaphorical senses I had of life grew out of my complicated relationship with my mother, right? So that's the best way I can put it. Again, I'll say, as I've said like 100 times since I've been here, a lot of what I became really has its genuine origin in the women's movement of the 1970s, when that was the time when I and a few thousand other women began to see our lives in large terms, in terms larger than any we had conceived of before. It's hard for you. So we were the kind of people, we were women who had lived out our conflicts, not our fantasies, without really knowing it. And it was the women's liberation movement of those years that made us think in clearer terms about who we were and what we were living through. And one of the things that many of us did hit on immediately was how complicated rather than simple was our relationship, especially with our mothers. That those of us who lived through the experience of having a mother identify with a child of her own sex, which is, you know, one of literature's great subjects anyway. So it was during those years that I began to see myself both as a writer and as someone who had a place in history, and the complexity of the relationship between this mother and this daughter struck me as wonderful, in the true sense of wonderful, a wonder. Garance, you have your work cut out for you now. Donc, est-ce qu'on devient vraiment écrivain s'il n'y a rien de compliqué dans son passé? Disons que j'ai plutôt vu ma mère comme une sorte de matériau brut. En grandissant, je me suis vraiment intéressée à l'écriture de la réalité. Et en fait, la relation avec ma mère est devenue une sorte presque de métaphore de la vie un peu plus générale. Et comme je l'ai dit plusieurs fois depuis que je suis arrivée ici, en fait, la véritable origine de ce que je suis devenue comme écrivaine, c'est le mouvement féministe des années 70, où moi et des milliers d'autres femmes, on a commencé à penser et à envisager nos vies dans des termes plus larges. Et donc, on a commencé à analyser les conflits, les aspirations, et on a commencé à penser un peu plus clairement ce que nous étions et notre place dans le monde. Et donc, comme beaucoup de femmes en fait, de cette époque, bien sûr, notre relation au monde et en particulier notre relation à notre mère est devenue quelque chose qu'on a commencé à questionner, à analyser et qui a fait partie de notre expérience. Et donc, en tant qu'écrivaine, forcément, en fait, la relation mère-enfant, c'est un thème qui traverse de toute façon beaucoup d'écrits et beaucoup de littérature. Mais c'est vraiment au moment de ces années 70 que je me suis considérée comme un sujet, comme une écrivaine qui
écrivais à partir d'une certaine place dans le monde. Et tout ça m'est apparu comme assez wonderful, donc magnifique, merveilleux, mais merveilleux presque au sens littéraire ou poétique du terme. Michael Chabon, vous, votre grand-mère était française. Votre grand-mère était d'origine française? Non, c'est faux. Un mensonge. Pas forcément. Mais vous parlez français. Oui, je parle français. Is it? No. Vous m'écoutez? Here, take this one. Yeah, you can take Michael. Here. Ok. Ma grand-mère n'était pas française. Non, pas du tout. Oui. C'était un personnage dans un roman. Oui, donc Malheureusement pour moi, c'est pas vrai. Michael Chabon est un petit farceur, en fait, parce qu'il nous présente un livre qui a tout l'air d'une biographie, mais qui est bourré de mensonges, en fait, Oui, et d'exagérations. Ouais. Désolé. Mais à ce moment-là, est-ce que vos grands-parents étaient des personnes aussi excentriques et farfelues que ceux décrits dans Moonglow? No, they weren't. That's why I had to invent some new ones. Non, il n'était pas si farfelu, donc j'ai dû les inventer, hein, leur personnage. I had to. I had to do a lot of. I don't know if the right word is soul searching, but I once I realized that the novel I was writing was going to take the form of a memoir, a false memoir, but a memoir. I tried to. I wanted to make it very clear to the reader in as many ways as possible that this was a work of fiction, starting by putting the word novel on the title page, and at least in the United States, it's on the cover. Then I signal in all kinds of ways from an author's note that in which the author essentially says he's made up the whole story, to all kinds of other little signals throughout that. I wasn't trying to fool anyone who didn't want to be fooled, which is what you come to a work of fiction. You come to a work of fiction saying, lie to me. And the writer says, okay, and I'll try to make it a good one. So I wasn't interested in fooling anyone without their consent. But I was aware that there might be a possibility of that happening. And also I was aware that, there was a chance people might think that my grandfather, for example, had done the things that the grandfather in the novel does. I did draw on experiences of other family members of that generation, brothers of my grandfather, brothers of my grandmother. But I know I made it into a work of fiction just like I always do with personal story, personal narrative. So in the end, I've been asked a few times, like, what do I think my grandfather would think of this grandfather in this novel, that my invented grandfather? And when I try to think of it, I can just see him sort of shaking his head with a little smile on his face and being both simultaneously slightly embarrassed and slightly amused. Okay. Donc, Michael Chabon nous dit qu'il a fait beaucoup d'introspection avant de se lancer dans ce livre qui est un faux mémoire, en effet. Et c'est un roman, d'ailleurs, en anglais au moins, la page de couverture dit un novel, un roman. Et il se rend bien compte que il n'a pas voulu se moquer du lecteur. Le lecteur, d'après lui, vient à la fiction. Vient lire un roman, justement pour se faire raconter des mensonges. C'est ça la fiction. Hein. Et donc, il est conscient donc, du fait que cela pourrait arriver, hein, ce quiproquo dont vous parliez tout à l'heure. Hein. Est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que c'est un mémoire?
c'est de la fiction, il insiste, même s'il dit que d'autres personnes de sa famille apparaissent, des traits de personnes de la famille apparaissent dans ce roman, hein, mais ils sont transformés et c'est pas à prendre à la lettre telle personne correspond à telle personne de sa famille. Hein. Et puis il se demande, ou quelqu'un lui a demandé qu'est-ce que le grand-père, s'il était là, qu'est-ce que le grand-père dirait de ce livre. Alors il se dit, probablement il hocherait sa tête et voilà, serait peut-être un peu amusé, un peu triste, voilà, quelque chose comme ça. Viviane Gornick, vous venez d'un milieu très populaire. Vous êtes issu de parents immigrants aux États-Unis. Pour beaucoup d'intellectuels, c'est une déchirure. Pour accéder au monde intellectuel, souvent, il faut se détacher de ses origines. Est-ce que c'était une déchirure pour vous de sortir d'un milieu très, très populaire, ouvrier comme ça, et de conquérir le New York intellectuel? Not in the United States. Nobody has to pretend that they weren't from the working class in order to arrive at any sort of legitimacy. That sort of class distinction and awareness is much more prevalent in Europe than it is in the United States. And in New York City, you know, it's like a card-carrying credential to come from the working class. So, no. Donc en fait, non, pas vraiment. Il n'y a pas réellement besoin de se détacher ou de se couper de ses racines ouvrières pour réussir, même dans un milieu intellectuel new-yorkais. Même en fait, à New York particulièrement, venir d'un milieu ouvrier ou difficile, eh ben, ça apporte en fait un peu du crédit. Et c'est formateur, enfin c'est considéré comme formateur. Oui, mais c'est une belle différence peut-être entre l'Amérique et la France, parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels français qui ont eu beaucoup de difficultés à rompre avec leurs origines comme ça. On pense à l'écrivain Annie Ernaux qui parle beaucoup de ça dans ses romans. Sorry for the silence. Oh, that's too bad. What can I say? C'est vraiment très dommage. Justement, Michael Chabon, ce livre Moonglow, est-ce pour vous un livre à part dans votre œuvre? Parce que il y a quand même quelque chose de biographique. Est-ce que c'est à part de vos autres livres pour vous? Est-ce que ça tient une place à part? Well, in one sense, I'd say no. It's very, not all of my books, but most of my books, in one way or another, in my fiction, I've drawn on my life and my family's story and elements of my parents' lives or their parents' lives, and used them in fictitious ways. And with each book, it's sort of a question of what the percentage, the blend between. And when I say, by the way, my family's history or family experience, that in itself is a very suspect category of the truth, quote unquote, because all I know about my family's history is what I heard, right? And that's actually the point of this novel, is not to tell the truth about my family or to invent a truth about my family, but to look at the question of what is the truth about a family and who decides what happened and what are the stories that get told and why and what are the things that get buried and left behind. And anyone who has a sibling and you manage to survive to adulthood, when you look back
on your childhood and you start to remember incidents from your childhood, you invariably, you say, like, and then dad did this, and your brother says, dad wasn't even there. What are you talking about? Like, yes, he was. I know he was there. And so even people who were present at the time and both have what they feel to be clear memories of an experience can have completely different versions of what happened. That was, in my other books, I guess that's what makes this book different is that in other books I was, to one degree or another, just presenting yet another version of something that happened or might have happened in my life or in the life of somebody I know. And in this book, I was actually looking at the question of how does that whole process happen in a family. Voilà. Est-ce que j'en suis là? Donc, dans la plupart des livres que Michael Chabon a écrits, il y a une part de biographique, mais une part biographique qui a été retravaillée, fictionnalisée, si je peux dire, devenue quand même fiction. Hein. Quel est le pourcentage de ce mélange entre biographique et fiction? Ça diffère d'un livre à l'autre et ce n'est pas quelque chose de quantifiable. C'est que mon écriture est terrible. Dans chaque famille et dans la sienne, il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on raconte. Ce qu'il sait, c'est des choses qu'on a racontées. Hein. Mais même dans une famille où il y a des frères et des sœurs qui ont grandi ensemble, qui ont eu les mêmes parents, parents au sens large, chaque enfant, même devenu adulte, se rappelle d'autres choses. Ils n'ont pas du tout le même souvenir des choses qui ont eu lieu. Hein. Et des points de vue différents aussi, hein, bien sûr. Et des silences qui ne sont pas toujours les mêmes, hein, j'imagine. Voilà, ce qui se passe dans ce livre, dans Moonglow, par rapport à d'autres livres, et qu'il essaie je crois, de poursuivre beaucoup plus loin ce mélange entre fiction et pas réalité, je ne vais pas dire réalité, mais fiction et l'élément autobiographique. Voilà. Viviane Gornick, vous entretenez avec la ville de New York une relation presque charnelle. On sent que la ville de New York a été une bouffée d'air pour vous toute votre vie. Et est-ce que New York n'a pas été un peu une famille d'accueil pour vous sortir de votre famille biologique étouffante? The question is about my relationship to New York City, how intimate it is, right? And also how it came to become a new family. Was it a surrogate family? No, I wouldn't put it that way at all. I would say that my relationship to New York is very similar to that of any flaneur to any great city throughout history. In other words, we are people who wander the streets of a great city and take in its constant humanity, indeed, in order to remind ourselves that we are human too. In other words, I live alone. I've lived alone for a very long time. And many, many people in New York City, and as everywhere in the world, in every great city, live alone. And we are the people who walk the streets of the cities in order to reconnect, both with ourselves, which we can lose track of because we're living alone for long periods of time, and the simple, powerful reality of the streets. So that's how I look upon my relation with the city. And you could say, if you wish, that it's a kind of surrogate family. I don't think of it that way, but I'm not averse to seeing it that way. But mainly, I think of myself as a walker in the city. And I will say this, which also goes back, I'm constantly plugging feminism
This festival has made me more on the barricades for radical feminism than I've been in a long time. Okay, good. I'll do you. It was the women's movement that gave me the realization that I, as a woman, could walk the streets of the city alone, safe, everywhere that I wanted to, simply because I wanted to. And that was not always true. Most of us grew up feeling very hesitant about being out in the street alone. And at that point, I realized that the whole history of urban literature has been written by men. It goes back 150 years, mostly to Europe, of course. Baudelaire, and from there on in, and more, the classics, the ancient people, in ancient times, men walked the streets of Rome and wrote about it. And I suddenly realized I wanted a woman's voice to be added to this literature. So I wanted to put this woman down on the streets of a great city and write about it. That's a truer version of my relation to the city. Donc c'est vrai qu'on en revient un peu toujours à cette question, mais moi j'aimerais le mentionner plutôt de cette façon-là. C'est-à-dire que la relation que j'ai avec la ville de New York, c'est la relation qu'a n'importe quel flâneur dans n'importe quelle grande ville du monde. Et c'est une façon de me reconnecter avec mon humanité, avec l'humanité des autres. C'est une façon de se souvenir, de se rappeler que, bien sûr, et c'est quelque chose qui a existé depuis longtemps, vraiment partout, dans toutes les grandes villes du monde, le fait qu'on vit seul, qu'on est quand même des êtres solitaires, mais que dans ces rues, on peut se reconnecter avec les autres. Donc effectivement, bien sûr, on peut le voir, et c'est vrai que j'y avais jamais vraiment pensé en ces termes, la ville comme une sorte de famille d'accueil, et je ne suis pas complètement opposée à cette vision, mais je suis avant tout une marcheuse. Et encore une fois, c'est quand même vraiment le mouvement féministe. Ce festival va vraiment devenir une sorte de barricade du mouvement féministe, mais c'est vraiment ce mouvement qui m'a permis de réaliser que je pouvais marcher seule et en sécurité dans la rue. Avant ça, et quand je le voulais et quand je le souhaitais, avant ça, les femmes étaient... Alors, c'est une petite parenthèse, peut-être le sont toujours, mais j'étais hésitante, et les femmes étaient hésitantes à se confronter au monde extérieur. Et elles n'y étaient pas encouragées. Et c'est pas un hasard, en fait, si pendant 150 ans, il y a une sorte de tradition littéraire qui remonte d'ailleurs à l'Europe d'hommes écrivains, donc par exemple Baudelaire, enfin c'est vraiment une figure littéraire classique, d'hommes qui marchent dans les rues. Et puis d'ailleurs, en fait, même quand on revient encore avant, à l'Antiquité, à Rome, eh ben, il y avait des hommes qui marchaient dans les rues de Rome et qui écrivaient sur marcher dans les rues de Rome. Et donc vraiment, j'ai eu une vraie volonté de faire entendre la voix d'une femme qui marche dans les rues. Et je pense que c'est la version la plus vraie de ma relation avec la ville de New York. La question est peut-être pour les deux, mais Michael Chabon, est-ce que quand on écrit, il y a des choses dans notre famille parfois que nous sommes tentés d'écrire, des vérités qu'on est tenté d'écrire parce que c'est tellement bon, tellement près, justement, tellement peu croyable qu'on se dit c'est génial, je vais le mettre dans un roman, et qu'on se retient de faire pour... C'est quoi le rapport avec la famille qui est toujours là, les proches? Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est les limites? Comment fixer les limites? Yes, there is a limit. When it comes to fiction, I don't worry about that question so much. When I'm, you always have the fig leaf to hide behind, that it's a work of fiction. And in general, by the time something that actually happened in my family makes it into a work of fiction, it's been transformed so significantly that
the person that I'm talking about might well not even recognize it. And it took me a while to figure that out and to learn that it's kind of I don't know, it's a mugs game, but you could go crazy worrying about this subject because I used to worry, like, I really can't say that, I can't put this in the story because it will embarrass someone, and then let's say I decided to go ahead and do it anyway, and there were no repercussions whatsoever, and the person was utterly unaware and they didn't notice it, and then I would think, why was I so worried about it that whole time? And then other times, I make something up completely, it's totally invented, and someone says, I can't believe you said that about me, or, you know, like, or I've had people come up to me and, like, I wrote a short story once that was about that, where I actually did base a character in this story on a professor I had in graduate school. However, a completely different professor came up to me after the story was published and he said, you really nailed me in that one. And so once I realized you can't predict, I just stopped worrying about it when it comes to fiction. When it comes to nonfiction, when I'm writing, if I'm writing about something that involves my children or my wife, I check with them. I mean, you have a little bit of first of all, you have a conscience. You have something that you feel that feels like, maybe this is something they might prefer I not say. And if it's a strong enough feeling, I probably would I might put it to the side. If I decide to stay with it anyway, I will go talk to whoever it is, my wife or one of my kids, and say, like, is this okay if I say that? Would you rather I didn't? And I'll let them be the judge, but that's only within the immediate circle of my children and my wife. Beyond that circle, like with my parents, for example, I always say it's their fault for giving birth to a writer. Donc, il y a quand même une limite, mais pas en fiction. Quand il écrit de la fiction, de la pure fiction, là, ça dérange personne et donc il ne se cache pas. Hein. Le problème, ça surgit quand il prend des faits du réel, des personnages autour de lui, et ce qu'il fait, c'est qu'il transforme, pensant que c'est tellement transformé qu'on ne va pas reconnaître. Mais ce qu'il invente, parfois, est reconnu et mal reconnu, parce que ce n'est pas toujours la personne qui a servi de modèle qui se reconnaît, mais quelqu'un d'autre, de façon presque risible. Par exemple, une fois, il a fait la figure d'un professeur, et c'est un autre, il a basé son personnage sur la figure d'un professeur qu'il a eu, et c'est un autre professeur qui est venu se plaindre, soi-disant, il s'est reconnu dans ce personnage. Donc, on ne peut pas prévoir exactement, mais comme il dit, il y a une conscience quand même intime qui dicte à un écrivain, quand il prend des faits réels, personnages réels, qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il ne peut pas vraiment raconter. Hein. Et là, ce que Michael fait, c'est qu'il demande à son entourage immédiat, à sa femme, à ses enfants, si ça peut passer, et il peut dire ça ou pas. Et quant à ses parents, il dit que c'est leur faute d'avoir créé un enfant qui est devenu écrivain. En fait, Viviane Gornick. Oh, yes. Well, nonfiction writers are asked this all the time. Memoirists are constantly asked, how do you dare write about real people who are really, or even alive? Yes, you're saying the same problem. And actuality, the parents of more novelists sue. Yeah, I learned that from the lawyers in my own publishing house when I published Fierce Attachments. The lawyers, the parents of more novelists than memoirists sue because because more of them feel held up to ridicule when they recognize themselves. You know? So I was often asked, "How did you feel about writing about your mother who was alive?" And every few weeks while I was writing that book, my mother would say to me, "Why are you writing this book? So now the whole world will know you hate me?" And I would say, "No, that's not why I'm writing this book." But I would then go home and
quail, I'd be very frightened, nervous, and I wouldn't be able to work for a few days. And then I'd say, the hell with it, it's my story. Yes, then I would get over it. And I would feel it was more important to write the book than to honor my mother's fears. But also I trusted that I was honest in my intention, that I was not setting out to trash her. How do you say that in French? I was not setting out to make my mother a victimizer and me a victim. I felt that I was honest in my intention and that she would see it. The important thing is, if you can't do this, you can't write. Every writer under the sun knows this. I mean, you either do it or you don't do it. I mean, students are constantly saying to all of us, fictional or nonfiction writers, how can I write about my mother? She's alive. Well, if you can't, you can't. I mean, this is period. If you can't be honest about it and you can't tell the story as you know it should be told, don't do it. Right? I mean, what else is there to say? Also, I would just add to that, if it's okay. I would just add that I feel like if what you're writing about doesn't make you feel afraid, for some reason, then you're probably on the wrong track. Like that feeling of like, can I really say this? Not just with your family, whatever it is. It might be political, it might be like, I'll anger people, I will outrage people. And if you're not feeling that, then it's probably not worth writing about. Yeah? Okay. Donc, moi j'écris de la non-fiction, donc des choses qui sont basées sur mes mémoires. Donc, forcément, la question d'écrire sur des vraies personnes qui sont encore en vie, elle est vraiment très présente. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, dans ma maison d'édition, eh bien, il y a beaucoup plus de procès qui sont intentés par des avocats contre des auteurs de romans, parce que contre des gens qui écrivent de la non-fiction. Et parce qu'en fait, il y a des personnes qui se sentent beaucoup plus ridiculisées par des personnages de romans sur lesquels ils pensent être basés que réellement. Et donc effectivement, quand j'ai écrit mon premier livre, ma mère était encore en vie et chaque semaine, à peu près, toutes les 2 semaines, 3 semaines, elle m'en parlait et elle me dit « Ah, mais pourquoi est-ce que tu écris ce livre ? Est-ce que tu as vraiment envie de montrer au monde entier à quel point tu me détestes ?» Et donc, en fait, pendant quelques jours, ça me travaillait. Et j'étais vraiment très nerveuse et j'étais plus vraiment capable d'écrire. En fait, ce qui me faisait redémarrer, ce qui me faisait reprendre l'écriture, c'était que j'écrivais mon histoire et que je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui est le plus important. C'est-à-dire que je veux pas forcément, ou je ne voulais pas forcément honorer à tout prix les sentiments de ma mère, mais je pensais que mon intention était honnête. C'est-à-dire que mon but, c'était pas de la détruire ou de dire du mal. Je voulais pas à tout prix me faire passer pour la victime et elle pour le bourreau. Mais je sentais que mes intentions étaient justes. Et en fait, je pense que c'est quelque chose que traversent tous les écrivains. Et en tout cas, c'est une question de est-ce que j'ai envie de le faire ou est-ce que j'ai pas envie de le faire. Et en fait, c'est ce que je dis souvent à des étudiants qui me posent la question de est-ce qu'il faut écrire ou pas sur les gens, sur ses parents, sur sa famille. Et donc moi, je leur réponds souvent, mais si tu ne peux pas le faire ou si tu ne te sens pas capable de le faire, et ben dans ces cas-là, tu ne le fais pas. Donc, juste les quelques mots que M. Schreiber a ajouté, c'est que finalement, en parlant à Vivian Gornick, c'est finalement si les choses que vous écrivez ne rendent pas furieux, c'est que c'est pas la peine de les écrire. Viviane Gornick, dans le deuxième livre, La femme à part, vous parlez plus de vous, vraiment, et on sent cette volonté de ne plus être la fille de votre mère. Justement, vous le dites à un moment à votre ami Léonard, je crois que c'est lui qui vous dit ne plus être la fille de votre mère. Est-ce que vous croyez que vous y êtes arrivé? Viviane Gornick est-elle toujours la fille de sa mère?
Definitely not. Freedom at last. Eh bien non, je ne suis plus la fille de ma mère, enfin la liberté. Et vous, Michael Chabon, est-ce que votre famille, votre éducation, est-ce que c'est un poids pour vous comme écrivain ou ça n'a aucune importance? When you say my family, do you mean, ça veut dire mes parents ou ma famille, ma femme et mes enfants? Les ancêtres. I think it's more than anything, it's my family, my family's story has been a source of material for me, a source of story. And you know, in a sense, when I think about my grandparents, I was close to my mother's. I was very close to my mother's father, and I was quite close to my father's mother, and they are both significant figures in my childhood. And after my parents were divorced, my father moved away, and my grandfather, who lived relatively close by, became in many ways kind of a surrogate father to me. And so I miss them the way you miss your relatives that you've loved that have gone away, but I also regret, almost like in the French sense of the word regret, I regret them in that there was so much more about them that I could have known, that I was too young and stupid to know that I didn't know. And I wish I had asked more questions, and I wish I had asked for more stories, and I wish I had gathered more information. And in a sense, really with this book, Moonglow, that reflects that loss, that sense of loss that I feel, of lost opportunity. You know, by the time most of us realize that our grandparents are human beings, they're gone. You know, for most people, your grandparents, if you know them, they tend to become caricatures. First of all, it's your parents turn them into caricatures. So when your parents talk about their parents, they tend to emphasize certain traits about my father was always like this, or my mother was always like that. So you grow up with these caricature people who are your grandparents. And like I say, I loved them, but I didn't know them. I didn't know anything about them. I didn't know anything about their hopes and dreams, and maybe that's how it's supposed to be, but when it comes time to tell stories and to write and trying to imagine the lives of people living in the 1930s and 40s and 50s and what it was like for them, there's so much I would like to know now, and it's too late to ask. So, you know, that's how, I have a sense of loss when I look at my ancestors. Alors, Michael Chabon dit que pour lui, les ancêtres et surtout les grands-parents, on ne peut pas remonter plus en arrière, sont devenus surtout une source de création. Il a été surtout proche d'un couple de grands-parents du côté de la mère, si j'ai bien compris, mais ses parents ont divorcé, les parents de Michael Chabon, et donc il n'a plus vu ce couple de grands-parents qui lui ont... Non, c'est pas ça. No, my father moved away, so my grandfather became father too. C'est le père qui a quitté, et donc c'est son père qui est devenu... Non, c'est le père de ma mère. C'est le père de... Qui a quitté? Mon père. Oui. Et le père de ta mère a remplacé en quelque sorte. Voilà. Le père de la mère a remplacé en quelque sorte. D'accord. C'est compliqué. Sur la table de mon oncle. Ok. Donc, il regrette aujourd'hui, et depuis un moment, j'imagine, de ne pas savoir plus sur cette génération, sur ses grands-parents, de ne pas avoir demandé, mais là, je crois qu'on rejoint beaucoup d'écrivains et non-écrivains qui regrettent de ne pas avoir posé des questions à leurs grands-parents quand ils étaient encore en vie, et il ressent cela comme une perte. Il le redit à la fin de son intervention.
il reste des trous, des silences, des choses qu'il n'a jamais demandées et que maintenant, pour reconstituer par exemple les années 30, comme il le fait, ou les années 40, ça lui manque. Il doit vraiment inventer ou faire appel à d'autres sources. Et d'autre part aussi, c'est les parents qui caricaturent souvent leurs parents. Donc, il n'a pas une vision directe de ses grands-parents. Elle passe par cette vision des parents qui ont cette tendance de ton grand-père était comme ça, il était comme ça, il était comme ça. Donc, encore une fois, il finit avec cette intervention en disant à quel point écrire sur eux demande une réinvention parce qu'il y a une perte derrière. Une toute dernière question peut-être. Est-ce que c'est important qu'on écrit que notre famille soit fière? Viviane Gornick, votre mère était-elle fière de ce que vous êtes devenue? She wasn't proud of what I became. She was frightened of it. She thought that first of all, she thought that my feminism I was married twice and divorced twice, and all she wanted was that I get married again. So she thought my being a feminist and writing as a feminist critic, would endanger my chances of getting married again. And then I said to her, if I were to hide my feminism, who would be the person who actually went to that marriage bed? And that stopped her. She got even more scared. No, she wanted me to be a teacher, and when I didn't become a teacher, she just did not know what to make of my life. But I will say this, she was Jewish, working class, and an immigrant. And before she died, I made her, and a communist. I forgot that. Yes, I grew up on the left. But before she died, I made her see that the most important element of her life had been being a woman. And she did. So, there we are. Non, ma mère n'était pas vraiment fière que je sois écrivaine. Et surtout, en plus, vraiment, il y avait quelque chose qui lui faisait peur chez elle, c'était mon féminisme. Moi, j'ai été mariée 2 fois, divorcée 2 fois, et j'étais une sorte de chroniqueuse du féminisme. Et ma mère voyait ça comme une sorte de danger et de risque que jamais je ne réussirais à me remarier encore une fois. Et souvent, je lui disais, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je cache mon féminisme? Et dans ces cas-là, ça serait qui le type d'homme qui reviendrait dans le lit marital? Et donc, effectivement, elle voyait un petit peu mieux mon point de vue. Par contre, ce que voulait ma mère, c'est que je devienne enseignante. Et en fait, quand je suis moi-même devenue enseignante, professeure, en fait, ma mère comprenait pas non plus complètement réellement ce qu'était ma vie. Ce qui est important de savoir sur ma mère, c'est qu'elle était juive, elle était d'un milieu ouvrier et elle était immigrante. Et à sa mort, je me suis rendu compte qu'en plus, j'avais réussi à faire d'elle une communiste. Et oui, j'ai quand même grandi plutôt à gauche. Et aussi, ce qui a été important, c'est qu'au moment de sa mort, je pense que j'ai réussi à lui faire voir qu'elle était avant tout aussi une femme et qu'elle avait vraiment une position de femme. Et vous, Michael Chabon? Yes, my parents are very proud. I was very fortunate that I grew up in a house of readers. My parents are both avid readers still. Our house is full of books. They talked about what they were reading at the dinner table. I can still remember individual novels of the 1970s as they were coming out, being the subject of conversation, whether it was like Breakfast of Champions by Kurt Vonnegut. I can remember things they said about the books when they were reading them at the time. So, and I love to read. So, when I announced that I wanted to become a writer, privately they may have had reservations or thought it was probably I might have to make a more practical or sensible choice eventually one day, but they kept that to themselves.
and they never discouraged me. And just, you know, I think if not because I'm their son, but also just because they do love writing and writers and books and literature so much, it's something that they can take pleasure in. So yeah, I mean, my dad's especially, it's very embarrassing when I go visit him. He lives in Portland, Oregon now, and when I go visit him and I go to the restaurants that he eats in or the stores that he shops in, and the people in the stores are all like, oh, yes, I've heard all about you. Your dad talks about you all the time. And it's kind of embarrassing, but it's also very sweet, and I appreciate it. Donc oui, les parents de Michael Chabon ont toujours été des grands lecteurs. À la table, on discutait beaucoup de livres des années 70, par exemple. Did you mention Vonnegut? Yeah. Kurt Vonnegut, par exemple, mais beaucoup d'autres. Donc lui-même, il lisait toujours beaucoup. Et surtout son père, qui maintenant habite à Portland, Oregon, où il va dans une librairie et Michael va visiter là-bas. Les libraires le connaissent parce que son père parle de son fils, hein, ce qui est tout à fait sympa, un peu gênant, mais enfin tout à fait sympa. Donc le père reconnaît. Ah, partout dans Portland. When I go the next time. Donc partout, il est connu dans le drugstore, c'est partout. C'est pas seulement dans les librairies. Et aussi, il y avait autre chose, le choix de devenir écrivain aurait peut-être pas été le premier choix pour ses parents, parce que c'est pas tout à fait a priori le métier qui est le plus lucratif, mais bien sûr en tant que grand lecteur et amateur de livres et de littérature, et je peux ajouter peut-être en venant ce que tu es devenu, je crois qu'ils sont très contents. Bon, on va clore parce qu'il est déjà l'heure de terminer. Viviane Gornick, Michael Chabon, thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup.